T'es-tu déjà senti comme le gardien d'un trésor qui ne t'appartient pas? Comme le pilier silencieux d'une maison dont tu n'es qu'un locataire de passage, dévoué à une cause que toi seul sembles comprendre et chérir? Bonjour à toi, âme en quête d'histoire qui nous rappelle que la vérité trouve toujours son chemin, même dans le plus profond des silences. Le récit que je vais te confier aujourd'hui est celui d'une femme qui vivait pour les autres, et qui a découvert que le plus grand des cadeaux se cachait derrière la plus grande des trahisons. Avant de commencer ce long voyage au cœur des secrets de famille, si tu crois que la bonté est une force silencieuse mais indestructible, je t'invite à t'abonner à notre chaîne, à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos leçons de vie, et à laisser un pouce bleu. Chaque soutien est une note d'espoir dans notre partition. Merci. Cette femme, c'était Luz Moral. Et pendant 8 longues années, sa vie avait été ce sacrifice silencieux. Mais, c'était ce que Luz Moral voulait. Ou du moins, c'est ce qu'elle s'était convaincue de vouloir. Luz était mariée à Carlos. Un homme élégant, ambitieux, directeur dans une banque, un homme qui portait ses costumes comme une armure et son impatience comme une décoration. Ils vivaient dans une grande maison ancienne, un peu austère, qui n'était pas vraiment la leur. C'était la maison de la mère de Carlos, Éléonore, décédée il y a 8 ans. Une maison pleine de souvenirs qui n'appartenaient pas à Luz, et dominée par un immense piano à queue noire, toujours fermé, qui prenait la poussière dans le salon comme un sarcophage de musique oubliée. Leur mariage était un désert. Froid. Carlos était distant, critique, souvent absent. Il travaillait tard, partait tôt. Le peu de temps qu'il passait à la maison, il le passait dans son bureau, ou à soupirer d'exaspération devant ce qu'il appelait le « chaos » de la vie de Luz. Mais ce n'était pas la froideur de son mari qui définissait les journées de Luz. C'était Hugo. Hugo. Un petit garçon de 8 ans, au regard si profond qu'il semblait contenir toutes les étoiles de la nuit. Un enfant silencieux, presque éthéré, qui préférait la compagnie des livres et des notes de musique à celle des autres enfants. Hugo n'était pas le fils de Luz. Il n'était pas non plus le fils de Carlos. Hugo était le fils de personne, et en même temps, il était le fils de tout le monde. C'était le dernier cadeau, ou le dernier fardeau, laissé par Éléonore, la mère de Carlos, avant de mourir. L'histoire était la légende noire de la famille. Éléonore, une femme brillante, une ancienne concertiste qui avait abandonné sa carrière, était devenue excentrique dans ses dernières années. C'est le mot poli que la famille utilisait. Demente, folle, c'est le mot que Carlos utilisait dans ses moments de colère. Un jour, elle était revenue d'un de ses voyages mystérieux avec un bébé dans les bras. « C'est mon fils », avait-elle déclaré, à 60 ans passés. Il s'appelle Hugo. Personne ne savait d'où venait cet enfant. Adoption illégale? Enfant volé? Le fruit d'une dernière folie? Éléonore n'a jamais rien dit. Elle a élevé Hugo avec un amour étrange, intense, presque mystique. Et puis, quand Hugo avait à peine quelques mois, elle est morte subitement, d'une rupture d'anévrisme, laissant derrière elle son fils, sa maison, et un chaos total. Carlos, fils unique, aurait dû hériter de tout. Mais il y avait une condition. Un testament qui était une prison. Il ne pouvait toucher à la fortune de sa mère et hériter de la maison qu'à une seule condition, qu'il élève Hugo, comme son propre fils, jusqu'à sa majorité. S'il refusait, s'il plaçait l'enfant, tout irait à des œuvres de charité. Carlos, qui aimait l'argent et le statut plus que tout, a accepté. Il a épousé Luz, une jeune femme douce, aimante, qu'il fréquentait alors. Il lui a présenté la situation non pas comme un choix, mais comme une fatalité. C'est la dernière folie de ma mère. Nous devons le faire. C'est notre devoir. Et Luz, amoureuse, a accepté. Elle a vu ce petit bébé sans mère, et son cœur s'est ouvert. Elle est devenue la mère qu'Hugo n'avait pas. C'est elle qui a changé ses couches, qui a veillé ses fièvres, qui lui a appris à marcher. C'est elle qui l'a aimé. Inconditionnellement. Carlos, lui, n'a jamais aimé Hugo. Pour lui, l'enfant était le symbole de l'humiliation finale de sa mère. Il était le gardien de prison qui l'empêchait de vivre la vie qu'il désirait, de vendre cette vieille maison,
de toucher le pactole et de partir vivre sous les tropiques avec une femme plus moderne que Luz. Il tolérait Hugo. Mais il méprisait Luz pour l'amour qu'elle lui portait. C'est ainsi que notre histoire commence vraiment, un jeudi après-midi. Un de ces jours gris où la fatigue pèse plus lourd que d'habitude. Luz avait eu une journée difficile au petit dispensaire où elle travaillait comme secrétaire à mi-temps. Hugo était un peu fiévreux. Elle avait décidé de rentrer plus tôt pour lui préparer une soupe chaude et veiller sur lui. Elle est entrée silencieusement dans la maison. Le silence était total. Étrange. Normalement, à cette heure-ci, elle aurait dû entendre le son du piano. Hugo passait des heures devant le vieil instrument d'Éléonore. Il ne prenait pas de cours, mais il avait un don. Un don brut, incroyable. Il reproduisait d'oreilles des mélodies complexes, il composait ses propres petites pièces, pleines d'une mélancolie qui n'appartenait pas à un enfant de son âge. C'était son langage. Sa seule façon de communiquer avec le monde. Luz a froncé les sourcils. Inquiète. Elle a traversé l'entrée sur la pointe des pieds. Et c'est là qu'elle a entendu la voix de Carlos. Il n'était pas au travail, il était dans son bureau, la porte entr'ouverte. Et il parlait au téléphone. Sa voix était basse, mais chargée d'une colère et d'un ressentiment qu'elle connaissait trop bien. Elle s'est approchée, non par curiosité, mais par une sorte d'instinct, comme un animal qui sent le danger. Non, je te dis que c'est insupportable, disait-il. 8 ans. 8 ans que je suis coincé dans cette prison, à jouer les pères pour un enfant qui n'est même pas le mien. Il écoutait son interlocuteur. Probablement sa sœur, la seule personne avec qui il osait être vraiment lui-même. Ta belle-mère était une vieille folle démente, a-t-il repris, et les mots étaient pleins de venin. Pourquoi elle ne l'a pas élevée elle-même? Mais non, elle est très maligne, elle te l'a laissée pour que tu t'en occupes, et maintenant elle est morte et tout est réglé. Et toi, coincé. Avec. Luz a senti une boule de glace se former dans son estomac. Et Luz, n'en parlons pas. Madame la Sainte. Elle le couvre comme si c'était le Messie. Elle passe son temps, son énergie, pour ce gamin. Elle ne voit même pas que je suis parfois, j'ai l'impression qu'elle l'aime plus que moi. Et le pire, c'est là. Qu'en penses-tu? Réponds dans les commentaires. Quitter? Mais comment? Je suis pieds et poings liés par ce testament maudit. Encore 10 ans. 10 ans avant que le petit roi ait 18 ans et que je puisse enfin toucher l'héritage et vendre cette baraque. 10 ans de ma vie, jetés à la poubelle. Parfois, je te jure, je regarde le gamin et j'ai des envies de... Il ne termina pas sa phrase. Mais le silence qui suivit fut encore plus terrible que n'importe quel mot. Luz a dû s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Ses jambes ne la portaient plus. Ce n'était pas la découverte de la haine de son mari qui la dévastait. Ça, elle le savait déjà. C'était la violence des mots. Vieille folle démente. L'enfant qu'elle aimait plus que sa propre vie. Elle a compris, à cet instant, que son mariage n'était pas seulement un désert. C'était un tombeau. Et qu'elle était en train de s'y laisser enterrer vivante. Elle est restée là, sans bouger, pendant de longues minutes. Elle a entendu la fin de la conversation. Des plans pour un week-end d'affaires à Paris, qui était en réalité un week-end avec une autre femme. Des plaintes sur l'argent. Sur la vie. Puis, elle a entendu le bruit de la chaise de bureau qui reculait. Il allait sortir. Prise de panique, elle a reculé en silence, s'est réfugiée dans la cuisine. Quand il est entré, elle était en train de sortir des légumes du réfrigérateur, le dos tourné, priant pour que son visage ne la trahisse pas. Ce soir-là, et les nuits qui ont suivi, Luz n'a pas dormi. Elle était allongée à côté de cet étranger, cet homme qui la méprisait, et elle se sentait souillée. L'amour qu'elle avait eu pour lui, l'espoir qu'elle avait entretenu, tout s'était transformé en cendres. Mais sous les cendres, une braise commençait à rougeoyer. La colère. Une colère froide, lucide. La colère d'une mère qui réalise que son enfant est en danger. Pas un danger physique. Un danger de l'âme.
Elle ne pouvait pas laisser Hugo grandir dans une maison où il était haï, où il n'était qu'un obstacle sur le chemin d'un héritage. Qu'en penses-tu? Réponds dans les commentaires. Je vous lis tous. Je fais une pause ici, au cœur de la nuit de l'âme de Luz. La trahison est totale, le piège semble parfait. Elle est prisonnière d'une situation qu'elle n'a pas créée. Si tu étais à sa place, que ferais-tu? Partirais-tu, en abandonnant tout, pour sauver ton enfant et toi-même? Ou resterais-tu, en cherchant une faille dans les murs de la prison? Dis-moi dans les commentaires où tu aurais trouvé la force d'agir. Car Luz était sur le point de trouver une clé, là où elle s'y attendait le moins. Reprenons. Luz a commencé à observer. Non plus avec les yeux d'une épouse et d'une mère, mais avec les yeux d'une stratège. Elle a observé Carlos. Elle a observé la maison. Et surtout, elle a commencé à penser à Éléonore. Pas comme la folle démente, décrite par Carlos. Mais comme la femme qu'elle avait brièvement connue. Une femme énigmatique, oui, mais dont le regard était d'une intelligence perçante. Une femme qui jouait du Chopin avec une passion qui faisait pleurer les pierres. Une femme qui avait tout abandonné pour élever son fils unique, ce même fils qui la traitait maintenant de folle. Une femme aussi intelligente ne peut pas avoir écrit un testament aussi simple, aussi stupide, c'est dit Luz. Il devait y avoir autre chose. Une clause cachée. Un double sens. Un après-midi, alors que Carlos était au travail et Hugo à l'école, elle a fait ce qu'elle n'avait jamais osé faire. Elle est montée au grenier. Le grenier d'Éléonore. Un lieu interdit par Carlos, rempli de vieilleries inutiles. C'était une caverne d'Ali Baba, poussiéreuse et silencieuse. De vieilles malles, des meubles recouverts de drap blanc, des piles de partitions jaunies. Et au fond de la pièce, une vieille secrétaire en acajou, fermée à clé. La clé. Où pouvait-elle être? Luz a cherché pendant des heures. Et puis, elle a eu une intuition. Éléonore était une musicienne. Son monde, c'était le piano. Elle est redescendue. Elle s'est approchée du sarcophage noir. Pour la première fois depuis 8 ans, elle a soulevé le lourd couvercle. Les touches étaient muettes, couvertes de poussière. Et là, scotchée sous le pupitre, il y avait une petite clé en fer forgé. Elle est remontée au grenier. Le cœur battant, elle a inséré la clé dans la serrure de la secrétaire. La clé a tourné. À l'intérieur, il n'y avait pas de trésor, pas de bijoux. Il y avait des lettres. Des journaux intimes. Et une grande enveloppe cachetée, avec une seule inscription, de l'écriture élégante d'Éléonore, pour Luz. À n'ouvrir que le jour où l'amour ne suffira plus. Ce jour était arrivé. Les mains tremblantes, Luz a brisé le seau de cire. À l'intérieur, il y avait 2 choses. Une lettre. Et un document légal. La lettre commençait ainsi: Ma chère Luz, si vous lisez ces mots, c'est que mon fils a échoué. Il a laissé l'avarice et le ressentiment empoisonner son cœur, et il vous a fait du mal. Je vous demande pardon. Je l'ai élevé seul, avec un amour féroce, mais je n'ai pas réussi à lui transmettre la seule chose qui compte, la noblesse de l'âme. Je savais qu'il ne verrait en Hugo qu'un fardeau. Mais je savais aussi que vous verriez un trésor. C'est pour cela que je vous ai choisi. Pas comme belle-fille, mais comme héritière. L'héritière de mon amour pour cet enfant. Luz a dû s'asseoir sur une vieille malle, les larmes brouillant sa vue. La lettre continuait, et chaque mot était une révélation. Hugo n'est pas mon fils, bien sûr. C'est mon petit-fils. Le fils de mon autre fils. Luz a haleté. Un autre fils? Carlos était fils unique. Personne ne le sait. Pas même Carlos. 20 ans avant sa naissance, j'ai eu un autre enfant. Un enfant né hors mariage, d'un amour de jeunesse que ma famille m'a forcé à abandonner. On me l'a arraché à la naissance. Je l'ai cherché toute ma vie, en vain. Jusqu'à il y a 1 an. Je l'ai retrouvé. Il était malade, mourant. Mais il n'était pas seul.
Il avait un enfant. Un petit garçon nommé Hugo. Il m'a fait jurer de le protéger, de le sauver. J'ai ramené Hugo avec moi. Je ne pouvais pas révéler la vérité à Carlos. Son orgueil, sa jalousie, auraient été destructeurs. Alors j'ai inventé cette histoire de folie. C'était une protection. Puis venait la partie la plus importante. Le testament que mon notaire a lu n'est que la première partie. C'était l'appât. Pour forcer Carlos à prendre ses responsabilités, ne serait-ce que par cupidité. Mais il y a un codicille. Le voici. Il stipule que si, à n'importe quel moment avant la majorité d'Hugo, il est prouvé que Carlos a failli à son devoir d'élever Hugo, dans l'amour, le respect et la dignité, ou s'il tente d'aliéner les biens de la succession pour son propre profit, alors il est immédiatement et irrévocablement déshérité. La totalité de ma fortune et de mes biens, y compris cette maison, revient alors à un nouveau tuteur et administrateur du patrimoine d'Hugo. Et ce tuteur, ma chère Luz, c'est vous. Le document légal était là. Un codicille en bonne et due forme, signé, certifié, et déposé chez un autre notaire, à l'insu de celui de la famille. Éléonore n'était pas folle. Elle était un génie. Elle avait tout prévu. Elle avait tendu un piège à son propre fils, et elle avait donné à Luz la clé pour le refermer. Ce jour-là, une nouvelle femme est née dans le grenier poussiéreux. La reine était réveillée. Elle n'a rien dit. Elle a continué à jouer son rôle. Mais son silence n'était plus celui de la soumission. C'était celui du chasseur à l'affût. La confrontation est venue 2 semaines plus tard. Carlos est rentré un soir, euphorique. Prépare tes valises, Luz. Et celle du gamin. On s'en va. Luz l'a regardé, sans comprendre. J'ai trouvé un moyen. Un moyen de contourner le testament. J'ai parlé à un avocat. La loi dit que je dois élever l'enfant. Mais elle ne dit pas où. J'ai vendu la maison. Le cœur de Luz a fait un bond. On va s'installer à Paris. J'ai une opportunité professionnelle là-bas. On aura un petit appartement. L'argent de la vente, on va le placer. Fini cette vieille bicoque. Fini cette vie de province. Il jubilait. Il pensait avoir trouvé la faille. Il pensait avoir gagné. C'est à ce moment-là que Luz a parlé. Sa voix était d'un calme terrifiant. Non, Carlos. Nous ne partons pas. Mais toi, oui. Elle a posé sur la table du salon l'enveloppe d'Éléonore. La lettre. Et le codicille. Je crois que tu devrais lire ça. Il a lu. 1 fois. 2 fois. Son visage est passé de l'arrogance à l'incrédulité, puis à une panique abjecte. C'est une blague? C'est un faux. Appelle le notaire dont le nom est en bas de la page, si tu veux. Mais je te préviens. La vente de la maison, que tu as signée sans en être le propriétaire légal, s'appelle une fraude. Le fait d'avoir planifié de te débarrasser d'Hugo et de moi, tout en utilisant l'argent de l'héritage, s'appelle une rupture de la condition suspensive du testament. Tu n'es plus l'héritier, Carlos. Tu n'es plus rien. Tu n'as plus rien. Cette maison appartient à Hugo. Et j'en suis la gardienne. La vraie. Il l'a regardée. La petite femme silencieuse, la sainte stupide. Et il a vu dans ses yeux une force qu'il n'avait jamais soupçonnée. Il a compris qu'il avait perdu. Totalement. Mais, où vais-je aller? A-t-il balbutié. L'homme si fort, si puissant, était redevenu un petit garçon perdu. C'est ton problème, Carlos, a répondu Luz. Tu as toujours voulu être libre. Te voilà servi. Maintenant, sors de la maison de mon fils. Il est parti ce soir-là, avec une seule valise. La femme avec qui il comptait refaire sa vie l'a quitté dès qu'elle a appris qu'il était ruiné. Il a perdu son travail à la banque, le scandale était trop grand. Il est devenu l'ombre de lui-même. Et Luz? Et Hugo? Ils ont commencé à vivre. Vraiment.
La maison, libérée de la présence glaciale de Carlos, s'est remplie de lumière et de musique. Luz a utilisé l'argent d'Éléonore pour offrir à Hugo les meilleurs professeurs de piano du pays. Le talent de l'enfant a explosé, éblouissant tous ceux qui l'entendaient. Luz, elle, a retrouvé son propre chemin. Elle a repris des études, est devenue infirmière. Elle a trouvé sa vocation en aidant les autres. Elle n'a jamais cherché un autre homme. Son amour, elle le donnait à Hugo, et à la mémoire de la femme qui lui avait fait confiance. Parfois, on croit qu'une personne est folle, simplement parce qu'on est trop petit pour comprendre la grandeur de son plan. Éléonore n'était pas démente. Elle était une mère, et une grand-mère, qui avait vu l'avenir. Et qui avait placé son trésor le plus précieux, non pas dans un coffre-fort, mais dans les mains d'un cœur pur. L'histoire de Luz est celle d'une libération. La libération d'une femme, d'un enfant, et de la vérité elle-même. Elle nous rappelle que le plus grand des sacrifices, quand il est fait par amour, peut devenir la plus grande des forces. Elle nous enseigne que la véritable sagesse est de savoir faire confiance, et que le plus bel héritage est celui qui est donné avec le cœur. Si ce récit de force, de résilience et de justice karmique a résonné en toi, si tu crois que la sagesse d'une grand-mère peut traverser la mort, alors rejoins la grande famille des histoires de vie. Abonne-toi pour que la sagesse de nos récits continue de nous éclairer. Active la cloche pour ne jamais manquer une leçon du destin. Et laisse un like. Si tu penses que le plus beau des testaments est celui qui protège l'innocence. Merci de ton écoute. Prends soin de toi, et n'oublie jamais de regarder au-delà des apparences. Les plus grands plans se cachent souvent dans les cœurs que l'on dit « fous ». À très bientôt. Abonne-toi maintenant et mets un pouce bleu. Merci.